de tourisme, la bibliothèque du voyageur Gallimard vous présente les nouveaux explorateurs. Salut à tous, bienvenue sur le plateau des Explos. C'est au Maroc que nous partons avec notre coupeur de citron Fred Chéneau, au pays du couscous, des épices et divins tagines. Papilles en fête, plaisir et découverte au fond du couloir. La cuisine. Le Globe Cooker au Maroc, tout de suite. Bon, cette fois-ci, je vous embarque au Maroc. Alors, c'est vraiment un pays qui m'épate. C'est incroyable. En 3 heures de vol, c'est le dépaysement total. Oula. Bon, alors, ok, tout le monde s'accorde à dire que la gastronomie marocaine est une des meilleures du monde. Et moi, j'en suis le premier convaincu. Mais je trouve que ça va plus loin que ça. Moi, je suis profondément touché par cette générosité, par ce côté humain de la cuisine. Pour vous donner un exemple, ici, il n'y a pas de livre de recettes. Tout se transmet par l'oral. On va apprendre avec ses mains, avec son instinct, et puis surtout avec son cœur. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à me rendre aux 4 coins de ce super pays. Bien sûr, comme d'hab, j'ai mon petit kit de survie, j'ai mon fouet, mon couteau, mes râpes. Puis avec tout ça, je vais essayer de me faire adopter par les Marocains. Bah bon, comme on dit ici, Inch'Allah. 6 heures du mat. Mon aventure commence ici à Fès, berceau de la gastronomie marocaine. Trop cool! Assalamu alaikum! Attendez, j'ai un peu de boulot pour vous. Regardez, tenez. Regardez, je suis cuisinier. Oui. Vous pouvez me l'aiguiser rapidement? Oula. Oui. Alors là, vous tombez à pic. Trop cool. C'est excellent ça. Voilà. Génial. Première fois duro, Madia. Ok. Le travail. Excellent. C'est incroyable. Mohsen. Quoi? Vous mangez des têtes de mouton? Ah, j'abouche. Oh là là. Voilà, les mains. C'est route ça. Hein? Putain, c'est incroyable ce truc. Il mange. Je mange? C'est super bon ça. Voilà, Le did. Le sel. Le did. Le did, le sel. Ah, la langue c'est super bon. 50 سنة. Cela fait 50 ans que je viens ici manger de la tête de mouton. 50 ans de tête de mouton. Oui. C'est costaud hein. Bon matin. Toujours. Ça c'est du tonus tout ça. Hein. Et après, la langue, les joues, la langue, c'est terminé? Les yeux. Les yeux? Oui. Non. Non. Les yeux? Oui. Non, c'est pas vrai. Ah non, je vais avoir du mal. Hein. Voilà. Ça, l'œil? Oui. Je le mange? Ouais, ouais. Oui. Ah. C'est dur, hein? الديدة مزيان. الديدة. Non, ça va. Bon, c'est clair, j'en mangerai pas tous les matins. Mais je vous promets, il n'y a rien de mieux pour vite se mettre dans le bain. Il est à peine 8 heures que la Médina commence déjà à s'activer. Les étals se garnissent, les ânes que l'on surnomme les taxis de la Médina font leur entrée. J'arpente les ruelles avec ce doux sentiment de me sentir déjà comme chez moi. Faut dire que les Marocains ont vraiment le sens du contact. J'en profite donc pour tchatcher avec eux et les questionner sur leur cuisine. Bah oui, après tout, c'est quoi pour eux la cuisine marocaine?
Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'apprendre à faire la pastilla? Si tu veux, viens avec moi à la maison. Ma mère peut t'apprendre à faire la pastilla. Promesse tenue, Adnan m'invite donc dans sa famille. En compagnie de son papa, nous revenons du marché et nous avons acheté tous les ingrédients nécessaires à la pastilla. C'est la capitale de la cuisine ici. Donc là, ça va être la meilleure pastilla du monde aujourd'hui. La meilleure pastilla du monde. Tu vas manger aujourd'hui. Inch'Allah. 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 Voilà Samira, la reine de la pastilla. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, ça y est. Je me suis lavé les mains. C'est bon? On attaque? Pour réaliser ce fleuron de la gastronomie de Fès, c'est super simple. Il suffit d'assembler un gros poulet coupé en morceaux, 1 kg d'oignons, une botte de persil, 2 cuillères à soupe de gingembre en poudre, du sel et une dose de safran. Ça, c'est la première étape de la pastilla. On fait cuire le poulet. D'accord. Mélange. Je mélange. Tout comme ça? Chouïa. On fait mijoter pendant 1 heure. Pendant ce temps, on épluche 1 kg d'amandes bouillies que l'on fait frire avant de les hacher. Une fois le poulet cuit, on le désosse, puis on prépare la farce en ajoutant les œufs et seulement après on assemble tout. À la sauce du poulet, on ajoute 12 œufs, du sucre et de la cannelle. Je mets tout ça comme sucre? C'est un vrai sucré salé, hein, ce plat. Des bombées, hein. On effiloche le poulet. La sauce est maintenant transformée en une belle farce que l'on prend soin d'égoutter. Là, c'est le moment critique pour la farce. Il faut bien mélanger, sinon ça colle. C'est le moment critique. Important. Les feuilles de briques appelées warka font leur entrée. Oui, on les répartit en rosaces et on y dépose la farce. Et là, il faut que la farce recouvre toute la surface de la première feuille. C'est ça. On superpose le poulet effiloché. Cette feuille-là, on va la mettre dessus. On répartit sur le dessus les amandes hachées avant d'envelopper le tout avec soin dans les feuilles de briques. Il est en borde. D'accord. Allez, on se lâche un peu sur le beurre. Reste plus qu'à enfourner. Donc là, on va au four public parce que là, vous n'avez pas de four à la maison. Il y a plein de four. Oh putain! Attention, attention. Putain, j'ai failli vautrer la pastille. Moi, c'est une découverte. Moi, je ne savais même pas qu'au Maroc, il y avait encore ça. Moi, je croyais que tout le monde avait des fours à la maison. Oh là là. Voilà, monsieur Rachid, le patron de la Assalamu alaikum. C'est le patron. Le patron. Oh là là. Oh, c'est fantastique. Dommage que ce soit quelqu'un. Hein. Moi, j'aurais croqué dedans à pleines dents. Hein. Attends, Adnan, mais on cuit pas que du pain, là? Oui, non. Du foie et de bœuf, de la viande. Non, mais séché. on cuit pas que... Il y a aussi des plats, de la viande. Des plats de la viande, oui, ici. Ça veut dire que c'est des gens qui ont fait ça, qui l'ont apporté ici à cuire, ici. Comme nous, on l'a fait pour la pastille. Comme nous, oui. Comme nous. Enfin, dès qu'on doit passer quelque chose au four, on vient ici. Oui. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est vraiment fabuleux. Vous faites le pain pour combien de familles dans le quartier? À peu près 200 habitants. 200 familles? 200 familles. Et vous savez, chaque pain le pain de chaque famille? C'est fantastique. Chaque jour, ce sont des familles différentes. Et je connais très bien les habitudes de celle-ci ou de celle-là. Faire cuire ça dans un four de quartier, mais tu vois, en France, il n'y a pas ça. Attends, je l'entends encore crépiter, là. Oui. Oh, l'instant de vérité. Oh là là, mon Dieu. Parce que ça sent bon. On met le sucre glace et la cannelle au dernier moment, juste avant de servir, pour que la pastilla n'absorbe pas tout. Ah, ça c'est joli. Le petit carreau. Voilà, ça, pour moi, c'est tout le Maroc. Hein. Oui. Ouais. Pour manger. C'est le moment pour manger. Oh là là, mon Dieu. Bravo, Samira. Je crois que c'est la meilleure pastilla que j'ai jamais mangée. Je suis déjà fou de pastilla, mais là, on a tous les goûts. Le persil, la cannelle, c'est le croustillant, les warka, croustillantes.
super beau ici. Waouh. Oh, merci. C'est fait par toi? Toi? Oh là là, c'est super. Comment t'appelles en français? Corne de gazelle. Corne de gazelle. Et en arabe? Cabraz. Contrairement aux idées reçues, le couscous n'est pas le plat quotidien au Maroc. C'est le plat du vendredi, jour de la prière. En plus de la famille, on en fait profiter les voisins et surtout les pauvres, dont le point de rendez-vous sera la mosquée. Molière disait, quand il y en a pour 8, il y en a pour 10. Ici, quand il y en a pour la famille, il y en a pour tout le quartier. Faire la prière, après la prière, d'accord. Je reviens. Ok. Allez, tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon bah là pour une fois, je pourrais pas taper l'incruste. Hein. Pour ce qui est de la prière à la mosquée, c'est râpé. Hein. Mon exploration s'arrête là. Quelques heures plus tôt, chez Driss et Samira, tout le monde s'activait autour de l'atelier couscous aux 7 légumes, le plus populaire des couscous au Maroc. Tout ? C'est une véritable course contre la montre, car l'heure de la prière n'attend pas. Le couscous des Marocains. Ça c'est un travail d'équipe. Hein. Pas beaucoup, pas beaucoup. J'ose bien. Ça va? Boss, ça va. ça va. Allez, On y va pour manger du On y va? couscous. D'accord, ok, super. Regarde pas si. Oh non, t'inquiète pas, je vais pas le lâcher. Alors là, ça, je le prends comme un nouveau-né celui-là. Prends tagine de couscous. Oh là là, mon Dieu, c'est exceptionnel. Ça, c'est bon, toute seule. Oh bah attends, me tente pas, j'en serais capable. Hein. C'est succulent. Mange mon fils. Maman. Le frère de Radnan. Idriss, mon deuxième papa, frère et sœur. Merci beaucoup. Déjà le vendredi. Déjà le départ. Merci, oh, vraiment. Driss, mille merci de cet accueil. C'était vraiment inespéré. J'ai une super chance, Oui. une vraie grande chance. Et moi aussi. Samira. Bon voilà, là je suis vraiment au plein cœur du Maroc, à la jonction du Moyen et du Haut Atlas. Et là je me rends à Aïd Bouguemez. En fait c'est une petite vallée cachée qu'on appelle aussi vallée heureuse. Alors c'est vrai que depuis qu'on m'a parlé de cet endroit du bout du monde, moi j'ai une fixette. Je veux absolument partager le quotidien et puis surtout la cuisine de ces gens qui vivent en quasi totale autarcie. Waradi? Ouais, ok. Je comprends maintenant pourquoi on surnomme Aïd Bouguemez la vallée cachée. C'est la plus isolée du Haut Atlas central. Située à 2000 mètres d'altitude, elle est encadrée de pentes désolées, battues par les vents et rendue quasi inaccessible en hiver pour cause de neige. Waouh! Bah ça y est, c'est ça la vallée heureuse. Bah c'est vraiment le bout du monde. Oh là là. Trop beau. Oh la vache, j'en peux plus, j'ai les doigts de pied qui fument moi. Ah, trop beau. Ah, le bonheur existe. Assalamu alaikum. لاباس؟ لاباس دناه دناه بخير لاباس لاباس عيد بوقماس بوقماز مزيان يحلى بوقماز ça صابا بوقماز. Les 10 petits villages de la vallée sont toujours habités par les Berbères, c'est-à-dire les premiers habitants du Maroc. Ici, c'est un peu comme si le temps s'était figé depuis que les invasions arabes du 7e siècle les ont poussés à vivre reclus dans les montagnes.
Alors là, je suis béni des dieux parce que j'ai réussi à me faire héberger par une famille berbère. Mais c'est la pure famille berbère. En plus, ils m'ont réservé une chambre, mais super jolie. C'est la vraie petite chambre berbère traditionnelle, croquignolette, avec les tapis, les coussins berbères, les murs blanchis à la chaux. Je crois que là, je vais vraiment être trop bien. Là. En tout cas, il faut que je me speed parce que je crois qu'il y a pas mal de boulot en cuisine. Fatima, la mère de famille, est la préposée au tagine quotidien. D'origine berbère et désignant aussi bien le contenant que le contenu, le tagine est la vedette de toute les tables marocaines avec près de 200 déclinaisons. Aujourd'hui, c'est l'agneau qui est mis en scène. Donc on a mis les oignons, un petit brin de coriandre et les tomates pour l'instant. Rézeur, c'est les carottes. Ça y est, là, je crois que j'ai trouvé un nouveau professeur de berbère. Là. Patate d'aïd bouguenès, ça C'est fini. Safi? C'est fini. Là, on rajoute du sel et du poivre et voilà. On souffle doucement sur les braises. C'est super joli. Hein. C'est vraiment authentique. Hein. La cuisson au feu est très lente. C'est pour ça qu'on attise le feu doucement. C'est ça le secret d'un bon tagine. Bon, bah c'est bon. J'ai 1h30 à attendre, même si je crève de faim, je suis crevé. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Mais bon, je vais tenir bon parce que ça a l'air vraiment mortel son tagine. Là. Shukran. Ça. Bismillah. Le repas est un moment de communion pour toute la famille. Ici, chez Daoud et Fatima, comme dans toutes les familles berbères, le partage est le mot d'ordre. D'ailleurs, le principe de table ronde est suffisamment basse pour que petits et grands puissent avoir accès au plat est bien la preuve du souci d'équité permanent dans la culture berbère. C'est toujours toi et Fatima qui faites les repas pour la famille? Oui, c'est toujours elle et moi. Et on se partage les tâches. Toujours en duo? Toujours les deux? Bravo. C'est super. Hein. Jaoud, qu'est-ce que tu fais là? Là, je partage les morceaux de viande. Chez nous, on mange d'abord les légumes. Ensuite, on répartit équitablement la viande pour toute la famille. C'est toi le répartiteur. Shukran. C'est vraiment le meilleur pour la fin. Hein. Salam alaikum. Cette fois-ci, c'est au tour de Fatima, la belle-sœur de l'autre Fatima, d'œuvrer pour le petit-déj. Il est essentiellement constitué de badbot, des galettes de blé levé. C'est bon. Il est bien comme ça. Comme ça? Super. Joli. Zouina. Salam alaikum. Salam alaikum. Daoud, je vais au souk de Tabant. Ouais. Non, à pied. La tradition du souk rural est profondément ancrée dans la culture marocaine. On le confond souvent avec les échoppes de la Médina, que l'on appelle également souk.
Le souk, le vrai, est un lieu d'échange par excellence. On s'y rend chaque semaine pour vendre et acheter des victuailles et des vêtements. C'est avant tout une affaire d'hommes. On y va la plupart du temps à dos de mulet, le 4x4 berbère. D'ailleurs ça, c'est le parking. Assalamu alaikum, Menzeki. Lequel je vais prendre? Celui-là. Ok. Chalitfa. Combien ça coûte? 25 dirhams. Non, 20. Oui. Ok. Parfait. Qu'est-ce qui me manque là? J'ai tout. J'ai ça et paprika aussi. Un petit peu de sel, du sel, voilà, parfait. Le souk de Tabant est le carrefour de tous les produits cultivés dans la vallée. Leur diversité et leur profusion permettent donc aux habitants d'Aïd Bouguemez de vivre pratiquement en totale autarcie. Les petites courgettes, elles ont l'air sympas vos courgettes. Hein. Courgettes. En fait, si je me la joue solo comme ça de bon matin pour aller au souk, c'est tout simplement que j'ai vraiment envie de les remercier de leur hospitalité. Et à mon tour, je vais leur faire un petit repas sympa à la Fred. Concombre, tomate, ok. Alors, des petites tomates. Oh là là, la qualité des tomates. Je les sens d'ici, c'est impressionnant. Et voilà, shukran. Bon, je sais pas encore trop ce que je vais leur concocter, mais là, pour le coup, je me dis, il vaut mieux prévoir plus que pas assez. En plus, avec la fraîcheur et le prix des produits, j'aurais vraiment tort de me priver. Finalement, au menu, ce sera pizza berbère, petite salade marocaine et kefta de poulet. Allez, c'est parti. La pizza berbère, un jeu d'enfant. On dilue 30 g de levure de boulanger et une cuillère à soupe de miel dans un bol d'eau. On mélange 500 g de semoule de blé dur et 250 de farine de blé. On rajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et on pétrit. Un peu d'eau pour assouplir la pâte et on pétrit à nouveau. Un petit peu de zeste de citron jaune. Et on finit par une pincée de cumin et une bonne poignée de coriandre haché. Et voilà, on obtient une belle grosse boule élastique. On étale la pâte dans un moule qui passe au four. On y plante quelques tomates et on arrose le tout d'un filet d'huile d'olive. Avant de l'enfourner, bien sûr, il va falloir que j'attende que ça lève un petit peu. Ça me laissera le temps d'avancer sur mes petites salades marocaines. Pour les betteraves confites, on a besoin de 6 petites betteraves pelées et 2 gousses d'ail hachées. C'est quand même le pied de cuisiner ici, hein. Ça je peux vous le dire. Voilà. On dispose le tout dans un papier d'alu avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une de vinaigre, du persil et du sucre. Un peu de persil. Regardez ça, si c'est pas beau. Hein, ça c'est de l'authentique. Je referme le tout, opération camouflage. Petit bourrelet. Et c'est prêt. Voilà, on va enfourner tout ça pendant environ 45 minutes. Là, je suis en train de leur préparer une petite salade de carottes au cumin. Pour la plus célèbre des salades marocaines, il faut 1 kg de carottes râpées, une cuillère à soupe de cumin, 3 d'huile d'olive, le jus de 2 citrons jaunes et c'est prêt. Tu vas adorer, Fatima. Et mime. Mime. Ah bah merci, c'est adorable, oh là là. Non, je vais le faire, je vais m'en occuper, Fatima. Ne fais rien, aujourd'hui tu ne fais rien, Fatima. Allez, là je m'occupe de mes petites keftas de poulet. Le secret de ces délicieuses brochettes fondantes, c'est une petite marinade à base de coriandre, persil, citron, ail et huile d'olive. Alors pour faire ces petites keftas de poulet, bah, c'est très simple. J'ai utilisé des petits bâtonnets et j'ai pris soin de les tremper dans l'eau de manière à ce qu'elles ne brûlent pas quand on va les cuire. Petite opération barbouillage. 10 minutes de chaque côté, ça suffit amplement. Regardez-moi ça, ma petite montgolfière. C'est mes petites betteraves.
Waouh! Ça, voilà. Ça, j'adore. Ça, c'est trop gourmand, ça. Et voilà. Allez, à table. Voilà. Tiens. C'est bon. Ça fait quoi de pas cuisiner pour une fois? Aujourd'hui, c'était tranquille. J'ai pu me reposer. Si tu veux, tu peux rester tout le temps. Tu veux que je revienne plus souvent? C'est ça? Tu nous ferais la cuisine, Fred. Oui. Tu nous préparerais des salades, du pain, du tagine. Ça fait plaisir, vraiment. Super. Mais ton tagine il est comme ça aussi, hein. Vraiment. Merci, merci. Si t'étais de la région? Attendez, j'arrive! Allez, en route vers le désert. C'est parti pour un périple de plus de 800 km. Gâteau. Ah ouais. Attention, regarde la route. Attends, que ça t'empêche pas de bien regarder la route. Sinon, je te les confisque, hein. Je te confisque les pâtisseries, hein. Regarde, non mais on me la fait pas, hein. Là. Ça tient chaud, ça, plus qu'autre chose, hein. Ah bah oui, effectivement. Là, je peux y aller incognito, là. De quoi? Les papiers, j'ai tous les papiers. Oui, tout est en règle. Shukran, Zef. À dans 3 jours. Merci, shukran. Bon, ça y est. Mon expédition dans le désert commence là. En fait, je me suis mis en tête d'aller à la rencontre des peuples nomades et puis de voir comment ils appréhendent cette cuisine qui pour moi est une grande inconnue. Et je vous avouerai que je suis à la fois super excité et en même temps super flippé de ce qui m'attend. J'ai vraiment le trouillomètre à 0 parce que je suis jamais là dans le désert. C'est la première fois. Et bah attends, je trouve pas le contact, il est où là? Merde, ça commence bien. Ah, c'est là. Et bah écoute, voilà, on est parti. Merde. Allez, on y croit. On se rassure. Oh là là, j'ai l'impression de leur dire adieu pour la dernière fois à ces gens. Adieu la civilisation. Ça y est, c'est parti. Allez. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est vrai que je sais pas trop où je vais. Les indications du loueur de voiture étaient on ne peut plus floues. Tu suis les traces de voiture et dès que tu vois les premières dunes, tu te débrouilles par tous les moyens pour les atteindre. Et là, tu pourras peut-être rencontrer des nomades. Pour finir, il a ajouté que si je trouvais pas avant la tombée de la nuit, c'est que j'étais vraiment pas fait pour le désert. Inch'Allah. Allez, tu vas démarrer, toi. Tu vas démarrer. Ouais. Ah, super.
Le soleil commence à décliner. J'aperçois enfin les premiers Sahraouis. Même si je n'ai encore aucune garantie de pouvoir partager un moment de vie avec ces gens, je me sens déjà très privilégié de les avoir trouvés. On m'a effectivement informé que les peuples nomades de cette région sont sur le point de disparaître du fait de la raréfaction des oasis. Bon, ça y est, ça a été un peu la galère aujourd'hui. Hein. J'en ai pas mal bavé, mais bon, j'ai fini par rencontrer une famille de nomades qui vit à 25 km de la frontière algérienne. Et ils m'ont invité pour le dîner. Et là, je me trouve en compagnie de Larsen, qui est un des fils de la famille. Et on est en train de préparer un petit tagine. Donc là, tu rajoutes la viande. C'est quoi, c'est de la chèvre? Non, c'est de la viande de dromadaire. Attends, j'en reviens pas. Du dromadaire? Moi, je croyais que vous mangiez que de la chèvre. Ah non, pas toujours. Ça dépend, on varie. J'ai bien fait de venir. Hein. C'est une première pour moi. Les courgettes, dès maintenant, les courgettes? Ah, quand même, ouais, on met tout. Les carottes sont préparées de cette manière pour faciliter la cuisson. Et après, on les met comme ça. C'est super joli en plus. Oh là là. Oh, c'est super. Attends, moi j'ai hâte de goûter le chameau là. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Elle est bonne la viande? C'est super bon, c'est délicieux cette viande. Super tendre. Vous faites comment pour faire vos courses là? Vous êtes à 4 jours, 5 jours à pied de la première ville. Tu sais, si on peut faire des courses, c'est bien. Mais si ce n'est pas possible, c'est pas grave. Dans le désert, c'est comme ça. On se contente de peu de choses. Mais vraiment, j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui vous pousse justement à être lié au désert comme ça? Le Sahara, c'est tellement beau. Il n'y a pas de pollution. L'air y est agréable. Nous aimons cette vie dans le désert. C'est celle que mes parents m'ont donnée. Nos chameaux et nos chèvres se plaisent ici. On ne pourrait pas vivre dans un village. Le lendemain matin, Ibrahim, le sage de la famille, me demande un petit service. Le conduire avec mon 4x4 au puits le plus proche. On y va? Ouais? Allez, hop! Ibrahim, c'est loin le... C'est encore loin? Oui? D'accord. Ce que je prenais au début pour un petit coup de main s'avère être au final un grand service pour Ibrahim. Et pour cause. En temps normal, il se rend en puits une fois par semaine à dos de mulet. Pas moins de 5 heures sont nécessaires dans le meilleur des cas pour faire le trajet aller et retour et remplir les jerrycans.
Ibrahim, je vais devoir partir. C'était un chouette moment. C'était une belle leçon de vie, hein, Ibrahim. Ouais. Tu diras au revoir à tes fils de ma part. Merci. Salam. En quittant ce lieu, une parole d'Ibrahim me revient. Vous avez l'heure, moi j'ai le temps. Eh bien ça, je peux vous dire, ça calme. Plus zen que jamais, je reprends la route direction Marrakech. Marrakech est une ville que j'affectionne particulièrement, notamment pour sa place Djema El Fna. Toute l'année, 7 jours sur 7, sur les coups de 17h, près de 50 échoppes ambulantes prennent possession de cette place et la transforment en moins de 2 heures en un véritable restaurant géant à ciel ouvert. Unique au monde, ce n'est pas un hasard si cette place fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. Même si c'est ultra touristique, cette place est le rendez-vous de tous les Marocains. Ils s'y retrouvent en famille ou entre amis. Et contrairement aux idées reçues, on y mange divinement bien. Alors le truc ici, place Djema El Fna, c'est surtout de s'abstenir de manger pendant une journée. Parce que je vous garantis, c'est compulsif. Hein. Choukran. Ça, c'est super. Ça s'appelle la harira, c'est une petite soupe aux fèves, aux pâtes et aux lentilles. C'est génial. En fait, généralement, c'est une soupe d'hiver. Je peux vous dire que ça tient un petit peu au cœur. Ah bah ouais, super. Et c'est servi généralement avec la shabaka, c'est un petit gâteau qui baigne dans le miel. Et puis, ah bah voilà, super. Et les petites dattes séchées. Et l'association des deux, entre le sucré et ce côté velouté onctueux de la soupe, bah ouais, ça le fait. Ce qui est frappant sur cette place, c'est... Bon, déjà, on en prend plein les yeux, ça c'est impressionnant, hein, parce qu'il y a plein de couleurs, c'est super gourmand. Mais surtout, c'est au niveau des odeurs. C'est saisissant. Ça vous met tout de suite en appétit. C'est fou. En fait, ça sent les épices, ça sent la bonne friture, le bon poisson, le poisson frais. Ça sent aussi toutes les petites keftas et puis surtout l'odeur de menthe. Partout, il y a de la menthe. C'est mon stand de poisson préféré ici. Alors moi je suis toujours un petit protocole ici. Je commence toujours parce que j'adore le petit caviar d'aubergine. C'est génial. On fait frire les aubergines, on les écrase, un petit filet de citron, un petit filet d'huile d'olive et là, trop bon. Et après bah voilà, on enchaîne. Des petits beignets de l'autre. Une fraîcheur absolue. En plus c'est croustillant, je raconte même pas. Des petites soles. C'est simple, hein, on en bouffe 4-5 par personne. Tellement c'est bon. Ça s'avale comme qui rigole. Alors là, je suis sur le stand typique pour les Marocains. Il n'y a aucun touriste ici. Et la tangia, c'est une spécialité de Marrakech. C'est une sorte de ragoût, une recette d'homme en fait. Si j'ai bien compris, il y a une légende qui fait que les hommes ont un petit peu voulu en foutre plein la vue à leurs femmes et ils se sont décrétés un plat qui est la tangia. En fait, c'est une sorte de ragoût d'agneau qui a confit pendant 7 heures. Alors je vous garantis qu'au niveau tendresse, une splendeur. Bon bah c'est bon, j'ai mon bon petit bidon là, j'ai fait le plein. Mais il va me falloir ça parce que je vais pas coucher, la nuit va être longue. Ah non mais j'ai déjà... Un petit, juste un petit pour la route, juste pour la route. D'accord? Oh c'est chaud, c'est chaud. Oh putain. Oh. Bon c'est pas tout ça hein, que de s'empiffrer place Djema El Fna. Mais là je me speed, je suis un peu à la bourre. Parce que je me rends dans le plus grand restaurant de Marrakech. Allez.
Lui, c'est mon grand ami Moa Fedal, le chef. Il a bien voulu ce soir m'intégrer à sa brigade de cuisiniers pour un stage intensif. Chauffe, faut être sévère, hein. Oh non, pitié, attends. Oh, là, j'ai appris un truc de fou. C'est des petits briouates. Je rêvais de faire mes petits briouates. C'est des petits chaussons fourrés à ce qu'on veut. Il suffit simplement de prendre une feuille de brique, de faire des grosses lanières, de mettre un petit peu de fromage, on forme un petit triangle et on rabat celui-ci sur lui-même jusqu'au bout. On fait colmater avec un petit peu d'œuf. Et voilà. Ah, c'est dingue. En direct live, Fatima vous fait une feuille de brique qu'on appelle la warka. C'est extraordinaire, je savais même pas que ça se faisait comme ça. Oh, quel coup de main. C'est de la pâte à beignets, ça. Hein. Oh, le geste, mais c'est impressionnant. C'est un doigté. Donc on tamponne, en fait. C'est ça, la technique. Je tamponne. Oh là 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 là. C'est quoi? C'est le voile. C'est le voile, d'accord. Et là, un petit peu d'huile. Bon, allez, maintenant, c'est à moi. C'est pas gagné, hein. Non, non, non. Hé, regarde ça! Oh, non, non, non. Non, oh non, t'es bon. Je travaille 2 ans. Ouais, 2 ans de travail. Attends, je suis quand même très fier de... Bon, elle a une drôle de tête, mais quand même. Hein. Non, c'est pas bon. Ça, Fatima, c'est des petits sicars à la viande, c'est ça? Hein? C'est de la viande hachée avec des herbes. Et des oignons. D'accord. Là, c'est un métier. Hein. Ah, c'est magique, c'est super joli. Voilà, donc je fais un petit... Hein, je fais un petit rail comme ça, un petit rail de viande. Allez, travaille. Attends! Oh, allez, vas-y. Et là, il faut vraiment un coup de main. Hein. Je t'assure, c'est vraiment pas évident. Hein. Ouh. J'ai réussi à en chaparder quelques-uns. Les petits briouettes, le fromage, je rajoute même pas. Un petit cigare. Que j'ai réalisé moi-même. Oh, c'est super bon. Je sais que ça se fait pas, mais... Bon allez, un dernier pour la route. Bon, ça c'était le tour de chauffe avec les entrées. Maintenant, on passe aux choses sérieuses avec moi en personne. 3 عندك 4 طاجين هنا attends. Non, voilà la table 19. La table 19 s'il te plaît. Allez, on va y aller avec ça. Ça va, s'il vous plaît, table 18. Ça gueule, s'il vous plaît. C'est le coup de feu, Moa, malgré tout, prendre son temps pour m'expliquer la recette de la pastilla de homard. On va faire la charmoula. Donc un peu de citron. La charmoula, c'est la marinade en fait. C'est la marinade, exactement. Mais pour le homard, tu vois. Un peu de citron confit. On prend un peu de persil coriandre haché. D'accord. Très bien. De l'ail. Un peu de paprika. Et chaque fois que tu rajoutes un ingrédient, il faut toujours mélanger, tu vois. Alors ça, le safran, c'est le safran de Téléwin. Le cumin, c'est l'incontournable. Incontournable. Exact, dans la cuisine marocaine. Et bien entendu, l'huile d'olive. Voilà. Ok, parfait. Moi, j'aime bien travailler à chaud direct. Oui, mais bien sûr, oui. Mais la pastilla se fait souvent fruits de mer parce que tu vois, moi je croyais que c'était poulet, pigeon. Non, non. Alors là, ce que je fais toujours, le classique chez moi, c'est plus de poisson. Moi, j'adore travailler le poisson, fruits de mer. Pour moi, c'est ma passion, le poisson. C'est quelque chose de très difficile à réussir, mais c'est beau. Donc, on va faire couper des jolies darbes, hein, et on va le reconstituer. Et on va, bien entendu, le tremper dans la charmoula. Je vais les mettre en warqa et après, je te le redescends. Attends, parce que là, le homard, ça coûte super cher. On peut mettre un autre poisson. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah oui, on peut mettre la lotte, on peut mettre le Saint-Pierre, on peut mettre n'importe quel poisson. Tout ce qui est poisson à... Crevettes royales, on peut les mettre, tu vois. Gambas, on peut les mettre. La table 12, s'il vous plaît, on envoie la table 18, Ashendo. C'est facile à tenir un grand resto? La restauration est un fil à la patte. Ah, d'accord. Parce que tu dois quand même gérer une brigade de plus d'une trentaine de personnes. Ouais. Ce sont quand même une bonne partie que tu as formé toi-même. Donc, quand tu as une formation assez rigoureuse militaire suisse, bah, tu as envie que ce soit pareil, mais avec le côté marocain, sincère et honnête, et avec un accueil marocain vrai. Alors, il y a plein de femmes qui travaillent. Pour moi, travailler avec les femmes, c'est travailler avec des gens sincères et honnêtes, et dévoués, des gens dévoués.
Parce que tu vois, en France, dans les grands restos, il y a beaucoup d'hommes parce que, effectivement, ça répond à une organisation très militaire. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se complaisent là-dedans. Mais là, c'est fou. Elles sont toutes débrouillées, elles sont toutes costauds, elles aiment ce qu'ils font. Tagine cassée, on recommence. On envoie le homard, s'il vous plaît. Chauffe la table, 17. Et doucement à l'anglaise, s'il te plaît. On me pose la question, qu'est-ce que vous aimez comme plat? Tu sais quoi? Les plats des autres. Tu m'affectes là, au rayon dessert? Ouais. Tu me fais confiance? Ouais, non, super. Ce qui est génial avec Moa, c'est qu'il est créatif jusque dans ses desserts. Mon préféré, c'est celui-là. Un couscous au melon, au yaourt et au miel. Trop bon. Dimanche, c'est un retour. J'ai fait l'assiette et plutôt que de la laisser partir, je l'ai boulotté. Ah non, c'est bien. C'est bon? Bah voilà, ça, on appelle ça un stage complet. C'est-à-dire que non seulement on apprend à cuisiner, mais on apprend aussi à faire la plonge. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que chez Moa, personne n'y coupe. Que ce soit du grand cuistot à la petite main, on passe tous à cet atelier. Moi, je trouve ça super, personnellement. Vraiment. Ah ouais, non, mais génial. Hein. Moi, je veux découvrir le Marrakech by Night. Hein. Yacine, le chef de salle, m'invite à jouer les prolongations dans l'endroit le plus branché de Marrakech. Et je peux vous dire, ce soir-là, je me suis bien lâché. On y va? Tu as faim ou pas? Écoute, j'ai un peu bu, mais j'ai un peu faim, oui. On va aller manger. Genre, une petite cervelle d'agneau. Non, arrête. À 4h du matin. La cervelle, non. Une cervelle d'agneau. Excellent. Ça? Non, c'était pas une blague, hein. C'est un vrai tagine de cervelle. La cervelle, le tagine de cervelle. Voilà, je crois que j'ai un bon bout de cervelle, là. Attends, c'est là, tu es en train de capter l'intelligence du mouton. Mais... Dernière étape de mon exploration culinaire, la mer, à quelques 1500 km au sud de Marrakech. Là, je me trouve dans une région mais totalement incroyable, c'est fascinant. C'est vraiment dans le grand sud marocain, sur l'Atlantique. Et c'est surtout un endroit où la cuisine marocaine met en scène plein de poissons et de fruits de mer. Et c'est pourquoi j'ai décidé de passer la journée avec Tayeb et puis son assistant Lasek, qui sont pêcheurs. Et là, il est 6 du mat et on va relever les filets. Lasek et Tayeb font partie d'une petite communauté de pêcheurs professionnels habilités à travailler dans cette réserve naturelle. De prime abord, on peut se dire quel pied de travailler dans un endroit de rêve comme ça. Malgré tout, ils vivent ici en exil, coupés de leur famille, pendant près de 11 mois. C'est une bébélotte? Oh, c'est marrant. Hein. Là. Ça mord, hein. Là, t'as vu ça? Ouais. Ici. Là encore. Oh, regarde ça. Il y en a 5 d'affilée. Elle est balèze, cette sole. Regarde les petits yeux verts. Oh là, sèche. Oh, regarde ça. C'est 20 milieux sous les mers. Incroyable. Regarde, ça y est. Bon, j'ai fait un petit trou dans le filet, hein, mais... Non. Chaque matin, c'est pêche miraculeuse. Sole, courbine, lotte, sèche, le tout à profusion. Selon le principe communautaire, tout ce qui est pêché rentre dans un lot commun, vendu chaque jour à une dizaine de grossistes qui se l'arrachent à bon prix. L'isolement de ces pêcheurs est alors compensé par un salaire supérieur à celui des autres pêcheurs marocains. Et 24 kilos, c'est une bonne pêche? Oui, c'est bon. C'est bon? Baraka. Ok. Alors, je crois que mes amis pêcheurs me prennent pour un dingue de cuisiner en plein soleil. Mais pour le coup, moi, je ne pouvais pas résister. Je leur ai taxé un peu de matériel, une chaise, un petit siège.
Finalement, ici c'est comme à la maison. En plus d'un tagine de poisson, j'ai prévu de leur concocter des poissons farcis à la marocaine. Pour la farce, il suffit d'assembler 2 poignées de chair d'olive noire hachée, l'écorce de 2 citrons confits, 4 cuillères à soupe de chapelure et une botte de persil haché. Voilà. On ajoute une grosse poignée de pignons de pain et 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. On mélange le tout soigneusement et on tartine généreusement un filet que l'on recouvre d'un second, un peu comme un sandwich. On fixe le tout avec des cure-dents et on fait griller 5 minutes de chaque côté au barbecue. Voilà, les tagines de poisson. Et voilà. Ouais, tagine de poisson. Tiens, voilà. Hein, on en laisse un peu pour Taïeb. Hein. Il arrive, hein, Taïeb. Hein? T'as quoi? Bien, bien. C'est bien? Ça te va? Voilà. Taïeb, tu tombes bien. Viens, Taïeb. Allez. On t'en a laissé, hein. Regarde. Attendez, mangez pas tout, il y a Taïeb qui arrive. Taïeb, goûte-moi ça, c'est le poisson qu'on a pêché tous les deux ce matin. Tiens, oui. Tu aimes bien? Ah, bien. Je t'ai dit que tu sais bien faire la cuisine. C'est gentil. Là, voilà, tout ce que j'ai appris dans mon voyage, c'est ça. C'est pour vous. Ouais, c'est bien. C'est mon petit cadeau. Oh là là. C'est extraordinaire. Avant mon départ, Taïeb a voulu m'initier à la pêche à la ligne dans un endroit encore plus improbable, là où les dunes du Sahara ont rendez-vous avec la mer. Oh là là, c'est incroyable. Ça va? C'est bon? Là où il y a les petits points. Là, ça doit être du gros poisson, hein, pour mettre un tel appât. J'ai l'impression d'être... Oh, ça y est, ça prend déjà. Je te mens pas, ouais, je crois. Oui. Putain, il me l'a déjà mangé. J'aurais dû aller plus vite. Oui, grosse. Plus vite. Oui. Allez, là, moi, je suis sûr que c'est la bonne, celle-là. Ah non, me dis pas que tu vas l'avoir avant moi, le poisson. Hein. Bah, regarde ça. Non, mais c'est un... Non, mais ça fait 4 fois que je mets ça en bas, qu'il me le mange et que je pêche rien. Moi, je crois que j'en ai un. Hein. Je crois que j'en ai un. Je crois, hein. Allez, oui. Ouais! Regarde ça! C'est le premier! Ah, super! Taïeb, avant toi en plus! Putain, je suis trop fier! Petit. Quoi? Petit. Ah non, tu rigoles. Ça, je le remets à l'eau? Bon, bah écoute, t'as de la chance, toi. Hein, ça, c'est ton karma. Hein. Allez! C'est une grosse? Putain, t'as de la chance. Ah ouais, t'en as un. Il était comme ça le premier, attends! Non, c'est pas sympa. Non, allez, 2-1. On dit que ça fait 2-1. Fred est toujours par Mons et par Vaux, c'est donc Seb Lafont qui est avec nous. Salut Sébastien. Bonjour Maïté. Tu vas bien? Ça va, très bien. Alors comme tout le monde, hein, en regardant le film de Fred, là tu me demandais mais où a-t-il acheté ce magnifique petit pull avec des boutons? Nous avons mis l'adresse de son fournisseur de pulls bretons sur le www.canalplus.fr où je vous incite et je vous invite à vous rendre avec tous les bons plans de tous nos camarades Explo et donc l'adresse du revendeur de pulls.
Le Fred Chesneau. Il est inouï, ce Fred. Il est extraordinaire. Toi aussi, tu es allé au Maroc, Seb. Exactement. Pas tout à fait la même région, c'était plus désertique. Oui. Et tu es allé voir les Berbères. Je suis allé m'intéresser aux Berbères, exactement. Et dans ce voyage, qui n'était pas un voyage de tout repos, tu t'es fait mordre, s'il me souvient bien. Oui. Je porte toujours la cicatrice sur mon mollet. Ah oui, oh dis donc. Oh je l'ai vu, non, vous ne pouvez hein. pas voir parce que c'est une émission familiale et, et c'est atroce ce que je viens de voir sur le mollet de Seb. Alors toi, alors je rappelle pour ceux qui auraient raté quelques épisodes, tu es notre aérostier, tu te balades avec ta montgolfière, ce qui n'est pas simple. Au tout départ, vous aviez décidé de partir avec la bête, avec la montgolfière. On s'est un peu emballé au début, oui. Et donc du coup, maintenant, comment faites-vous avec l'expérience? Ça dépend. Soit on trouve des ballons sur place et on loue et le pilote et la montgolfière, ce qui permet d'avoir un local de plus dans l'équipe et de récolter du coin, qui connaît le coin et qui t'aide un peu. Ouais. Exactement. Ou on la met dans l'avion et on la récupère. Tu l'as refait ça parce que la première fois donc tu étais parti, tu avais un excédent de bagages de 400, 500 kilos. Oui, quelque chose comme ça. C'est ça. Et donc tu as remis ça. C'est bien ça. On est parti pour remettre ça, ouais. D'accord. Tu l'emmènes où la prochaine fois ta montgolfière? On devait aller en Turquie, on avait très envie et le contexte est un petit peu délicat en ce moment, donc je pense qu'on ne va pas y aller. Et je pense très fort à la Libye ou à la Nouvelle-Zélande. La semaine prochaine, c'est Seb qui nous emmène en voyage, on sera en Namibie, mais avant de s'intéresser à ce voyage-là, j'aimerais que tu nous dises où ça a été, parce que c'est assez compliqué d'arriver avec une montgolfière chez des gens comme ça qui n'en ont a priori jamais vu et qui sont encore moins montés dedans. Donc comment tu fais pour... Toi, tu dois apprivoiser les gens, mais tu dois également leur faire apprivoiser ton espèce de truc infernal que tu traînes avec toi. Je pense que c'est humainement, que c'est dans les rapports humains que ça se joue. La montgolfière, c'est vraiment c'est un gadget. Si les gens se sentent bien avec moi, ils vont me faire confiance et ils vont monter. Ils vont pas se poser de questions. Ils vont avoir peur, bien sûr, mais je pense que il faut vraiment qu'ils me fassent confiance. Et pour ça, il faut que toute l'équipe qui me file un coup de main pour la montgolfière, il faut qu'on soit tous... faut qu'on soit une vraie belle équipe et qu'on soit pas stressé pour pas projeter du stress chez les gens et qui se flippent pas encore plus que... Que vous soyez tout à la rencontre, quoi. Exactement. Tes plus belles rencontres, toi, dans tous les films que tu as fait jusqu'à maintenant? Beaucoup de personnes âgées. Et finalement, c'est eux qui sont les plus touchants, je trouve. Et il y avait ce vieux monsieur dans le désert au Maroc, peut-être? Exactement, la scène à Gouzal. Je suis toujours en train d'essayer d'aider parce que c'est un ancien combattant français de la Deuxième Guerre et il ne touche pas de pension, il a rien. Il est obligé de vivre au milieu de nulle part dans le désert pour garder son puits. Et j'ai entamé des démarches auprès des autorités militaires françaises et c'est hyper compliqué parce que lui, moi j'ai qu'une photo de sa carte d'identité. Il a donné tous ses papiers à une touriste qui lui a dit qu'elle s'occuperait de son cas. Finalement, il n'a jamais eu de nouvelles. Donc, lui, très très beau personnage. Très très beau, magnifique. Et je crois savoir, tu m'arrêtes si je me trompe, que tu as absolument adoré le Mali. Ouais. Alors oui, le Mali, c'était énorme. Le Mali, c'est je pense que c'est le pays le plus africain d'Afrique dans lequel je suis allé. Même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais effectivement, c'est un très très beau pays. Les gens sont absolument incroyables. Ils n'ont pas grand-chose et pourtant, ils te donnent encore plus que ce qu'ils ont. C'est impressionnant. Alors on continue de parler d'Afrique puisque la semaine prochaine tu nous emmènes en Namibie et il faut dire que là tu t'immerges dans la vie des gens, tu te frottes à l'autochtone et que parfois c'est l'autochtone qui se frotte à toi. Regardez. Nous avons remercié nos dieux et ils ne sont jamais revenus. Vous êtes le chef de ce village? Oui. Et combien de personnes vivent ici? Je vis ici avec mes 3 femmes, et mes enfants, et mon neveu, sa femme et ses enfants. Est-ce que je peux passer quelques jours avec vous dans le village? Sois le bienvenu ici. Et si tu le souhaites, je te prête une de mes femmes pour la nuit. Voilà, vous connaîtrez la réponse
La semaine prochaine, la réponse est divine. Je vous assure, la réponse est divine. Vous écouterez bien la semaine prochaine. Mais on lui reparlera parce que tu vas revenir, Seb. Il va falloir t'expliquer là-dessus, sur cette petite chose. Ne dis rien, hein. Le suspense est intégral. Il faudra attendre dimanche prochain à 15h pour en savoir plus. Va-t-il dire oui? Va-t-il dire non? Va-t-il préférer le chef à ses femmes? On ne sait pas, on verra ça. Ouh là là. Comme tu y vas, toi. Non. Alors, écoute, vous êtes deux à faire des choses qui sont bien... qui sont vraiment avec les gens, dans leurs conditions de vie, etc. Il y a Christophe, cousin, pour Nomadland, et toi. C'est parfois un peu difficile, non? C'est rustique, quoi, souvent. Ouais, mais ça change tellement de ce qu'on vit tous les jours. Voilà, moi je suis parisien, j'habite dans un appart à Paris. Ça fait vraiment du bien de se retrouver au bout du monde sans rien et de se focaliser, de se concentrer sur les choses un peu essentielles. Et tous les gens qu'on rencontre, ils sont formidables pour ça parce que ils savent ce que c'est l'essentiel. Ils vont pas, ils se perdent pas. Mais même au bout de 10 jours de tournage, tu arrives, même si tu continues de dormir par terre, à même le sol, tu arrives à rester de bonne humeur? Ah bah oui, enfin... C'est ça que je voulais entendre. Oui, bien sûr, bah, sans problème. Hein. Ouais. C'est tellement beau, c'est tellement génial de pouvoir partager ça et de voyager dans ces conditions-là que, honnêtement, je vais pas faire la gueule le matin parce que j'ai dormi 4 heures au lieu de 8. Hein. Donc pas possible. En gros, tu dis merci, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu dis merci et encore. Je me moque de lui parce que parfois c'est super rustique, je vous assure. À Namibie, c'était bien dur, ouais. C'est bien rustique. Ouais. On va voir ça la semaine prochaine. Tu connais, on a un nouvel adage ici sur le plateau de Nouveaux Explos. Normalement, tu dois le connaître, hein, mais... Tant que la Terre tourne, la vie est... belle. À la semaine prochaine.